Coltan, un minerai sans lequel notre vie moderne ne serait pas moderne. On les trouve dans les smartphones, les ordinateurs, presque toutes les batteries de notre vie quotidienne. Le coltan, autrement appelé le tantal, est nécessaire pour la fabrication des petits condensateurs à l'intérieur d'un portable. Il stocke l'énergie et résiste parfaitement à la chaleur. Entre 60 et 80% des réserves mondiales de ce minerai si précieux pour l'industrie électronique se trouvent dans l'est de la République démocratique du Congo, dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Ici, dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, depuis plus de 20 ans, cette terre est en proie à la violence des seigneurs des guerres. L'exploitation illicite des minéraux est un des facteurs qui alimentent ces groupes armés. On disait que les minéraux de l'Est du Congo finançaient les groupes armés. L'exploitation minière n'est pas la seule cause de conflits dans la région, mais les minéraux sont cités. Le tantal n'est pas le seul métal qui fait l'objet de sanglantes tentations. Le tungstène, l'étain et l'or sont dans les collimateurs. Des ONG et organisations des droits de l'homme se battent pour que l'exportation de ces minéraux soit mieux encadrée et qu'elle ne contribue pas à financer les conflits armés au Congo. Nous avons bâti campagne pour dire que les minéraux qui sont en train d'être extraits chez nous ici, ils le sont dans des conditions qui ne sont pas respectueuses des droits humains. Et nous avons lancé des termes irrélatifs, notamment les minéraux de sang, les minéraux de conflit. Ça a eu un écho favorable au niveau international. En 2010, les États-Unis ont adopté sous la présidence d'Obama une loi nommée la loi Dodd-Frank. La loi vise à contrôler l'approvisionnement des entreprises américaines en minéraux issus des zones de conflit. Cela a poussé le Congo à mettre en place un système de traçabilité. Dans la mise en application de la loi Dodd-Frank, qui exige à ce que les utilisateurs finaux des métaux qui sont produits chez nous, à l'occurrence la cassitérite, le coltan, le wolframite et l'or, ils doivent prouver l'origine de ces minéraux qu'ils utilisent dans leurs appareils. C'est là qu'on a lancé les étiquettes pour que nos minéraux soient canalisés et soient suivis depuis le point d'extraction jusqu'à l'exportation. 5 ans après l'introduction de cette chaîne de traçabilité au Nord Kivu, nous faisons un premier bilan. Est-ce que ce système fonctionne? Qu'est-ce qu'il a changé? Et qui en tire bénéfice? Pour comprendre comment la traçabilité des minéraux se fait, nous nous sommes rendus au site de Luoho, situé à 4 km de la cité de Rubaya, au sommet d'une montagne de 2500 mètres d'altitude. Sous les sols, des immenses quantités de coltan. Les artisans miniers sont organisés et regroupés en équipes de creuseurs, transporteurs et laveurs suivant le nombre de mines. La chaîne de traçabilité minière commence depuis le point d'abattage où les creuseurs extraient les sables minéralisés. À chaque point d'abattage, un pointeur supervise les travaux et renseigne dans un cahier le nombre de colis transportés vers la laverie. Également, à chaque laverie, un autre pointeur contre-vérifie les sacs transportés depuis le point d'abattage pour éviter les cas de contamination entre différentes mines. Après le lavage, un agent du gouvernement pose la première étiquette appelée « étiquette mine » sur les colis des minéraux. Puis on les achemine au centre des négoces où les négociants les achètent auprès des creuseurs. Une fois l'achat conclu, on pose la deuxième étiquette appelée « étiquette négociant » sur chaque sac. Et on paye les taxes de l'État. Les sacs enregistrés arrivent à Goma, capitale de la province du Nord Kivu et chef-lieu de l'export des minéraux de la région. Ici, des comptoirs évaluent la teneur en tantal et préparent des lots de minéraux pour leur voyage vers l'étranger. Nous voyons si les minéraux qui nous arrivent ont l'étiquette négociant, mais aussi nous essayons de vérifier s'il a payé toutes les taxes dues à l'État.
Si toutes ces conditions sont réunies, nous les enregistrons dans un registre et les minerais viennent ici au niveau du service de traitement. Les données enregistrées dans les étiquettes accompagnent la marchandise jusqu'aux fonderies. Une empreinte digitale qui promet de la transparence et des minéraux propres. Lorsque on prend une étiquette, on fait passer au lecteur code barre, ça donne le lieu, la mine, le nom de la mine, le nom de Chrysler qui a produit, le jour, la date, le poids et les minéraux utilisés à quitter la mine pour les tels centres de négoce, de tels centres de négoce pour telle entité de traitement et exportés à telle fonderie. ITSKI, une organisation non gouvernementale avec son siège à Londres, est chargée d'organiser et superviser les systèmes de la traçabilité minière ainsi que le devoir de diligence. Pour être licites, les minéraux doivent provenir des mines qualifiées vertes, c'est-à-dire entre autres qui ne sont pas entre les mains des groupes armés et n'emploient ni enfants ni femmes enceintes. Sur place à Luoho, les creuseurs souvent ne savent rien de la loi Dodd-Frank ou même à quoi leurs minéraux extraits serviront. Mais ils parlent des améliorations. Ale nabyo bingekuwa saa bitu yenye inatusaidia sio na trakaseri ya mataxe za munjia juu kila mtu wakati tulikuwa tuvarage tage kila mtu alikuwa anaweza kusumbua kusudi ufike hapa unasufuri. Lakini sa traceability ilikuwa ni kufika pale ku centre de négoce banakuvalisha taje banakupatisha na dokima. Mtu mwenye utakutana naye ku barriere unamuonesha njoo dokima anaverifie sana naona dokima iko na kodi na vala tag anakuambia wende. Il y a la réduction de la fraude, la restauration de l'autorité de l'État et je crois que ça a été aussi prouvé dans les rapports des groupes d'experts que là où on implante les systèmes, ça permet aussi de stabiliser la paix. De plus, depuis 2014, la quantité de tantale exportée légalement de l'Est du Congo a pu être augmentée. On arrivait difficilement à exporter un conteneur l'année. Mais désormais, on peut en exporter 2 à 4 le mois. Si vous voyez notre graphique ici, en 2014, on a évolué jusqu'à 798,5 tonnes. En 2016, on est arrivé à 1121 tonnes. Là, on a battu vraiment les records. Ils peuvent être satisfaits pour dire, voilà, quand même, il y a des avancées. Mais moi, mon objectif, c'est quoi? Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas qu'on produisait 500 tonnes hier, mais aujourd'hui, on en a produit 1000 et que ça va. Non. Même si on peut produire 1000, 1500, 2000, si c'est dans les mêmes conditions qu'on par le passé, rien n'a changé. La traçabilité prouve aux yeux de l'extérieur la provenance des minéraux, mais n'explique pas les conditions dans lesquelles les minéraux ont été extraits. Quand on trouve un colis à l'extérieur de la zone où les minéraux ont été extraits et que ce colis porte ces étiquettes, ça porte à croire que ce sont des minéraux propres. Mais jusqu'à aujourd'hui, même les conditions dans les zones minières sont préoccupantes. C'est facile que vous trouvez des enfants dans les zones minières. C'est facile que vous trouvez des femmes dans les zones minières. Il y a des éboulements qui sont signalés. Et quand il y a éboulement, ce sont des gens qui meurent. Le devoir de diligence, c'est un processus parce qu'on ne peut pas s'adapter ou se conformer au guide du jour au lendemain. L'essentiel est de montrer qu'on est en train de faire des efforts pour améliorer davantage et aller de l'avant et non reculer. Un autre problème s'ajoute. 4 mines au Nord Kivu sont encore classifiées rouges et 3 jaunes.
Il y a donc risque que les mêmes minerais certifiés pour l'exportation soient contaminés. Imaginez les gens qui gardent les étiquettes pour les colis de minerais. Ils gardent les étiquettes, mais ils ne sont pas payés. Ils ne savent quoi manger, quoi payer pour l'éducation de leurs enfants. Et vous pensez qu'il va garder toutes ces étiquettes à la maison, c'est de l'argent qu'il garde. Pendant ce temps, il n'est pas payé. Alors, il prend ces étiquettes, il les vend. Il y a la fraude qui se fait au niveau, par exemple, de la mine, où on fait une fausse déclaration d'origine des minéraux. Donc, parce que, par exemple, si le Crésaire qui vend aux négociants et que le négociant sait que si j'amène les minéraux à l'entité de traitement X, j'aurai un prix élevé par rapport à l'entité Y où normalement le produit est destiné. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il peut s'arranger avec les agents de services de l'État, moyennant dépôt de vin, et on arrive à désorienter la production d'un site X à un site Y pour amener ça à un marché qui est bien déterminé. Les cas isolés ne peuvent pas manquer. Les cas isolés ne peuvent pas manquer, mais on cherche avec les services étatiques. Parce que, par exemple, nous travaillons avec l'assistance de l'administration des mines, SAEMAP. Aujourd'hui, il y a une commission de lutte contre la fraude des miniers qui sont installées même au niveau de la base pour voir si est-ce que la chaîne est bien respectée. Et s'il y a le camp de dérapage, et ces services sont là pour les juguler ça, pour les attraper. S'il y a des minéraux qui ont été suspectés dans une fraude quelconque, le propriétaire est auditionné, il explique la provenance et on les ramène à la base pour l'étiquetage et que ces minéraux soient canalisés, taxés officiellement. D'après un rapport de fin 2017, même la Commission nationale de lutte contre la fraude minière estime que 60% de la production échappe au contrôle. Un informateur qui préfère rester anonyme nous a partagé des détails très sensibles. C'est chaque jour qu'il y a des cas de fraude. Chaque jour, presque. Il y a des minéraux cachés dans des pneus, il y a des minéraux cachés dans des voitures, il y a des minéraux cachés dans des motos. Il y a même des gilets sous forme de cartouchères que portent les militaires. Là où on enfouit du coltan, il y a des chaussettes que les femmes portent tout au long de ça. Et voilà un peu les cas de fraude que nous attrapons. La majorité des minéraux qui échappent au contrôle parviennent à quitter le pays par une frontière poreuse. Notre informateur nous parle des petits bateaux qui circulent clandestinement avec des colis anonymes à bord vers les pays voisins. Comment on n'arrive pas à capter? Sachant que le lac est un boulevard pour traverser les minéraux du Congo au bénéfice des pays voisins. Que faut-il faire? Nous avons mis en place un système des aviseurs, des gens qui nous disent, qui nous informent des différents cas de fraude. Ces gens-là ne s'exposent pas au risque de faire couler le sang. Avec toutes ces informations recueillies, la question reste. Est-ce qu'on peut réellement garantir une chaîne de traçabilité vu qu'il existe un énorme réseau de fraude autour? Et donc c'est une grande complicité. Tout le monde y est. Du sommet à la base. Parce qu'il ne peut pas y avoir de fraude s'il n'y a pas complicité à l'interne. De l'autre côté, les artisans miniers déplorent les coûts supplémentaires que la traçabilité minière leur impose. Même les coûts de ces étiquettes sont en train d'être exportés par les exploitants artisanaux. Parce que ça fait un travail supplémentaire, et ça fait un coût supplémentaire, et ça doit influer impérativement sur les prix au niveau local. Le prix des minéraux est fixé à partir des consommateurs finaux, et quand ils ont reçu les minéraux, ils vont encore traiter les minéraux, ils vont produire les ordinateurs, les téléphones et d'autres objets
électroniques, ils vont encore nous imposer les prix, donc nous sommes imposés doublement. Voilà donc pourquoi nous disons que nécessairement les creuseurs, l'exploitant artisanal, il en est victime et c'est lui qui supporte tous les coûts. Pour rappel, la loi Dodd-Frank qui a initié le système de traçabilité minière à l'est du Congo avait comme objectif de garantir des minerais propres et les devoirs de diligence. Avec les avancées déjà atteintes, il reste de questions importantes ouvertes et du travail à faire. Nous ne pouvons pas dire que c'est 100% conflict-free. Je pense que lorsqu'on avait évalué le projet ITSKI, on avait trouvé que au niveau de l'alignement des standards, le projet est aligné à 100%. Mais aussi au niveau de la mise en œuvre, on avait dit que c'est à 80 à 85% pour se conformer aux standards. À notre niveau, les coltans de notre pays vraiment canalisés, et nous pouvons dire qu'ils ne sont pas des minéraux de sang, ce sont des minéraux propres. Mais dans l'entretemps, nous trouvons qu'il y a encore des violations des droits de l'homme. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de soins de santé primaires, il n'y a pas de route. Alors, quel changement il y a? C'est la traçabilité pour la traçabilité ou la traçabilité pour le développement des communautés qui sont affectées par ces projets miniers?